Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau Museum Talk. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Mathieu Zana Etambala, qui jusqu'à sa retraite, il y a un an ou deux, était historien ici au musée et professeur à la KU Leuven. Euh, mais malgré sa retraite, il reste très actif. Il est sur de nombreux projets. Il est aussi membre du groupe d'experts qui assiste la commission Vérité-Réconciliation. Et depuis février, il est aussi professeur d'histoire de l'Afrique à l'université de Gand. Et aujourd'hui, il va nous parler de Simon Kimbangu, puisqu'on célèbre cette année le 100e anniversaire de l'église kimbanguiste. Voilà, je vais tout de suite lui céder la parole. J'ai encore une précision pour les questions. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions en français of in het Nederlands. Mais s'il vous plaît, faites-le dans l'onglet questions. Donc, on a un onglet chat et un onglet questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions et je les poserai ensuite après l'exposé. Voilà, je cède tout de suite la parole et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Bon, merci Jonas. Bonjour à tout le monde. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'Église kibanguiste qui fête son centenaire, donc 1921-2021. Et je voudrais tout d'abord vous offrir une précision sur la dénomination de cette église. Jusqu'à il y a quelques années, on parlait donc de l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kibangu. Par la suite, ça a été changé, ça a été modifié et actuellement, la dénomination est la suivante. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kibangu. Je ne vais pas expliquer ce changement ni le pourquoi, parce que enfin, je ne suis pas un théologien et à vrai dire, la théologie kibanguiste n'est pas mon dada. Je tiens tout simplement à préciser que et depuis quand même une trentaine d'années, cette église a pris en main, euh, je dirais, sa propre histoire. Hein. Donc, il y a de plus en plus de kibanguistes qui écrivent, hein, qui font des recherches sur l'histoire du mouvement kibanguiste, l'histoire de cette église kibanguiste, l'histoire tout simplement sur la biographie de Simon Kibangu. C'est une bonne chose. Malheureusement, on voit la tendance, enfin une certaine tendance, je dirais malheureuse, c'est au lieu donc de se tenir à une histoire scientifique, je m'excuse de l'expression, euh, il s'agit plutôt d'une histoire sacrée, hein, comme on a connu aussi cela dans les autres églises, dans l'église catholique notamment. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est l'histoire en tant que telle, basée, donc m'appuyant sur des documents officiels et autres, privés, mais pas donc sur cette histoire sacrée, parce que qui est, il faut le dire, euh, dans les écrits de Kibankiste, on parle donc non plus du chef spirituel, mais de sa divinité. On ne parle plus de maman Milou Marie, qui était l'épouse de Simon Kibangu, mais de la sainte Marie Milou. Donc moi, hein, donc euh, hein, je,
j'ai un peu horreur de ce titre-là, sa sainteté, sa divinité, etc. Mais donc, mettons-nous d'accord sur ça. Voilà. Une seconde précision. On parle donc du centenaire, et pour les kibanguistes, le Simon Kibangu a commencé à opérer des miracles, et donc le 6 avril 1921. La raison pour laquelle donc je dirais la fête, on ne peut pas dire la fête nationale, mais la plus grande fête religieuse pour les kibanguistes a toujours lieu le 6 avril. Mais je voudrais quand même rappeler à tout le monde euh, qu'il existe, je l'ai ici, euh, une histoire de Simon Kibangu, prophète, hein, donc il s'agit d'une publication, prophète d'après les écrivains Finangani et Nzungu. Hein. Donc ce sont deux personnes qui ont joué le rôle en quelque sorte donc de secrétaire de Simon Kibangu, et donc qui ont noté, enfin qui ont tenu une sorte de diaire, de journal. Hein. Et il faut bien s'arrêter, je dirais, à l'introduction, au début de leur, disons, de leur ouvrage. Hein. Ils parlent, hein, donc de l'influence de sa tante, hein, de la tante de Simon Kibangu. Euh, Cela signifie tout simplement qu'ils acceptaient que que Simon Kibangu a été instruit par sa tante dans des pratiques traditionnelles. Deuxièmement, il parle aussi de la conversion de Simon Kibangu à la religion protestante, et puis sa volonté de devenir catéchiste protestant. Et ensuite, hein, ils ont enregistré la guérison de la femme Kintondo le 13 mars 1921. Donc, d'après les secrétaires de Simon Kibangu, hein, Finangani et Zungu, Kibangu n'a pas opéré son premier miracle le 6 avril, mais le 13 mars 1921. Et pour moi, en tant qu'historien, je me demande pourquoi les kibanguistes n'ont pas retenu cette date-là, du 13 mars, hein, et qu'ils ont choisi, hein, qu'ils préfèrent la date du 6 avril. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des kibanguistes eux-mêmes. Voilà. Et c'est le centenaire, le nouveau monde de Simon Kibangu, ici, voilà. Hein. Et cette année-ci, les grandes festivités qui ont été organisées le 6 avril, je dois dire, j'étais à Kinshasa le 5 et le 6 avril de cette année, donc tout tournait autour de l'ouverture d'un musée Simon Kibangu. Voilà. Hein, donc c'est une maquette, hein, c'est la photo d'une maquette. Euh, L'architecture, enfin, n'est pas traditionnelle. Enfin, je ne peux pas vous donner des explications sur l'aspect architectural, hein, mais de toutes les façons, c'est un bâtiment assez moderne et moderniste. Voilà. Hein, musée Papa Simon Kibangu. Je dois dire, les circonstances dans lesquelles
ils ont fêté l'ouverture de ce musée. Les circonstances ont été assez difficiles et cela causé par la pluie. Hein. En avril, on est en pleine saison de pluie à Kinshasa et dans le bas-fleuve. Et donc, cela fait que les routes étaient très mauvaises, hein, et surtout la route nationale numéro 1 est asphaltée, ça tout le monde le sait, mais arrivé à Mbanzangungu, hein, ex-ville, on doit monter vers le nord, vers Kamba, et là, la route n'est pas bitumée du tout. Et bon, voilà des camions, hein, donc c'était l'histoire en quelque sorte des camions et des véhicules embourbés. Donc cela a causé un certain retard. Mais le président, apparemment, Félix Tshisekedi, est arrivé à temps. Euh, c'est tout simplement, c'est un détail. Parce qu'on en a longuement parlé à la télévision, RTNC, ça tout d'abord. Et puis, en ce qui concerne l'ouverture, on a aussi montré l'intérieur qui a été rempli par quelques, quelques peintures. À mon avis, bon, c'est encore très peu fourni apparemment, mais ça, c'est le directeur Guido Gezels qui peut vous donner plus ample information sur ça. Ils ont même demandé l'aide du musée, du MRAC, pour installer ou pour du matériel, hein, emprunter du matériel. Hein. Donc, mais c'est presque vide. À mon avis, l'accent a été mis sur la construction du bâtiment et très peu sur, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va exposer, qu'est-ce qu'on va, hein, quels sont quel est le matériel qu'on va montrer aux visiteurs. Bien sûr, ce n'est que le début. Hein. Ils ont encore beaucoup de temps devant eux pour réfléchir à cette question. Voilà, en tout cas, donc comme vous voyez, des grandes cérémonies ont eu lieu à Kamba, Jérusalem, comme on appelle donc leur ville sainte, Kamba. Hein, Simon Kibangu était originaire de Kamba. Kamba, de toutes les façons, était en liesse malgré les grandes pluies et les tornades. Voilà. Cette photo va vous surprendre. Pourquoi cette photo? Parce que j'ai consacré un article il y a quelques années, paru dans une revue scientifique de Kinshasa. Euh, il est important, à mon avis, de bien saisir les circonstances dans lesquelles est né le mouvement kibanguiste, hein, en 1921. Donc c'était dans une situation coloniale vraiment jugée, enfin, sentie comme catastrophique pour le peuple congo. Euh, Pourquoi? Ben, ce peuple Congo, les Bas-Congo, avait dans cette situation coloniale connu le portage. Hein. Voilà, oui, des squelettes échelonnés sur la route des caravanes. Hein. Hein. C'était, pour ainsi dire,
c'était du travail forcé, en quelque sorte. C'était ça, au moins la colonisation à ses débuts. Hein. Donc, il y a eu pas mal de morts hein, à cause de ce système de portage du matériel qu'ils devaient transporter sur leur tête, donc de l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à Kinshasa. Hein, parce que le fleuve Congo n'est pas navigable entre Matadi et Kinshasa. Ça, c'est un. Deux, on peut dire, oui, en 1897 a eu lieu l'inauguration donc de ce chemin de fer Matadi Ndolo Kinshasa. C'était fini le portage, mais n'oublions pas que cette construction a également signifié également la terreur pour le peuple Congo. Hein. Parce que, bon, voilà, ils ont perdu pas mal de terres à cause de cela. On connaît la politique foncière de Léopold II. Hein, pour attirer des grandes sociétés coloniales, il, lui, il leur cédait des vastes concessions. Hein, et ça au détriment de la population locale, bien entendu. Hein. Mais donc, en ce qui concerne la construction du chemin de fer, on doit dire que les villages par où passait le rail étaient parfois terrorisés et par les travailleurs, les ouvriers, dont bien entendu beaucoup étaient des étrangers, et par la police spéciale également. Hein. Donc leur village était régulièrement pillé par, disons, les travailleurs, hein, donc les ouvriers du chemin de fer. Je reviens sur cette politique foncière euh, qui signifiait pour les Bakong également la perte de pas mal de vastes terrains aux congrégations missionnaires, surtout catholiques. Hein. On va voir d'ici peu sur la carte du bas-fleuve, hein, c'est là où opéraient les rédemptoristes et les jésuites. Hein. Donc c'est là où a déclenché le mouvement kibanguiste. Hein. Donc le portage, la construction du chemin de fer, la politique foncière et quatrièmement, bon voilà, disons, pour les Bakongo, ils étaient convaincus que les Blancs ont importé chez eux pas mal de maladies, voire des épidémies. Hein. Donc régulièrement, il y avait donc des épidémies de variole. Pendant un certain temps, au début du XXe siècle, c'était la maladie de sommeil. Et puis, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était la grippe espagnole. Ce qui signifie, hein, pour résumer tout cela, qu'en 1921, les Bakongo avaient vraiment le sentiment que leur pays était, hein, complètement occupé et que leur société était totalement malade. Donc, c'était le moment, hein, donc ils voulaient en quelque sorte mettre fin à cela. Euh, voilà la carte, hein, donc où se situe euh, le lieu de naissance, pour ainsi dire, non seulement de Simon Kibangu, mais donc du mouvement kibanguiste. Vous voyez là-bas Kamba, hein, hein, euh, non loin du fleuve Congo. Ça, c'était dans
la région, enfin cette région, dans cette région-là, les rédemptoristes étaient faiblement présents, mais c'était surtout les protestants, les baptistes, avec Ngombe Lutete, etc. Mais Ngombe Lutete n'est pas mentionné, n'est pas marqué ici. Luosi, ça aussi, ça c'est le Manyanga, hein, donc, sur, je dirais, la rive droite du fleuve Congo, parce que en ce qui concerne le fleuve Congo, le Congo, le, euh, disons, le Congo belge, le Congo léopoldien se situait et se situe toujours sur la rive gauche du fleuve Congo, sauf, hein, vous voyez, à partir hein, de Luozi, tout ça, il y a le Manyanga, et un peu plus loin, là où vous voyez Tchela, Lukula, Boma, Banana, ça c'est le Mayombe. Donc il y a deux territoires, pour ainsi dire, qui hein, se trouvent, hein, rien que ça, sur la rive droite du fleuve Congo. Et donc, c'est dans cette région que le kibanguisme, que le mouvement de Simon Kibangu a connu ses premiers succès. Ses premiers succès, et tout de suite, on voit, hein, je dirais, l'expansion de ce mouvement ira très vite vers le Congo français. Vous voyez là, Boko, hein, Brazzaville, ça c'est déjà le Congo français. Et puis vers le sud, hein, vers Matadi, Songololo, Kipangu, qui n'est pas mentionné ici, mais là, on est à la frontière angolaise. Donc, le mouvement kibanguiste aura très vite aussi du succès du côté du Congo français comme du côté de l'Angola. Voilà. Ici, c'est le jeune Simon Kibangu. Hein. Sa date de naissance, pour les Kibanguistes, c'est 1887. Cela signifie qu'il avait donc 97, 20, enfin une trentaine d'années, hein, quand il a initié son mouvement. Hein. C'est une photo qui se trouve dans les collections du musée. Hein. Hein. C'est une belle photo. Il est très bien reconnaissable, le jeune papa Simon Kibangu, marié avec Marie Mouilou et ayant donc trois enfants qui, par la suite, deviendront les chefs spirituels donc de l'église kibanguiste. Donc, mais en toute tout sa simplicité, pour ainsi dire, il semble que la photo a été produite un peu avant qu'il soit arrêté par la force publique. Voilà. Voilà. Ici, cette photo, vous pouvez lire un recueil de prières à l'usage de nos établissements scolaires. C'est un recueil qui date bon, la fin de l'ère coloniale, début de l'ère post-coloniale. Et donc, on voit quelqu'un qui est enchaîné. Hein, s'agit-il de Simon Kibangu? C'est difficile à dire, mais de toutes les façons, en bas, il y a des mots. En Kikongo, Mono ya Kangwa, Bonso Yisu Christu. Ce qui signifie, hein, j'ai été arrêté, hein, comme Jésus-Christ. Hein. C'est très symbolique, hein, vraiment très vite. Et on va parler donc du prophète Simon Kibangu, mais un prophète
en quelque sorte comme Jésus l'a été aussi dans son temps. Hein. Donc, c'est le début, enfin, je ne dis pas de calvaire, mais c'est le temps des catacombes, donc du mouvement Kiban. J'ai été arrêté, hein, j'ai été un prisonnier comme Jésus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, c'est très simple. Quand il a commencé à prêcher, très vite, il tenait des propos assez critiques à l'égard de cette société coloniale. Il voulait, hein, son objectif, hein, en quelques mots, c'était la libération du peuple euh, Congo. Hein, il a été considéré comme un rédempteur. C'était une figure charismatique. Bon, voilà, il attirait des foules là où il prêchait dans les villages. Et cela a en quelque sorte paralysé euh, la vie économique dans la région parce qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui désertaient, qui quittaient leur boulot, leur travail pour aller écouter ce que Simon Kibangu avait à dire. Et puis également les temples et les églises, hein, là aux alentours, se vidaient et ça euh, provoquait bien entendu le mécontentement des églises euh, missionnaires catholiques et aussi protestantes. Donc après quelques mois, la région est mise sous un régime militaire mitigé, donc c'est-à-dire les, les militaires avaient maintenant le dernier mot dans la région, administraient donc la région et on partait à la recherche de Simon Kibangu, hein, qui en septembre 1921 a été trahi, hein, hein, après une cavale de plusieurs mois, il a été trahi. Là aussi, c'est un peu biblique, je dirais. Il a été arrêté, il a été traîné devant des juges, le tribunal là à Mbanza-Ngungu, et il a été condamné à mort. Condamné à mort hein, dans une situation coloniale, hein, parce qu'il avait, il était considéré comme un danger pour l'ordre, pas pour l'ordre public, mais pour l'ordre colonial. Hein, pour quelqu'un qui n'avait tué personne, qui n'avait frappé, qui n'avait dans sa vie même pas chassé une mouche là dans son village natal, il est condamné à mort. Et là, il faut quand même dire que, bon, voilà, il y a eu quand même une réaction. Hein, les hommes d'affaires de la région étaient très contents, étaient pour. Même les missionnaires, on voit un missionnaire là, sans aucun doute catholique, eux aussi étaient heureux donc de cette sentence. Et bon, voilà, il y a quand même les, les missionnaires protestants qui se posaient pas mal de questions, qui se sont adressés au roi Albert. Et il y a aussi la justice coloniale, parce qu'il y avait une sorte de rivalité aussi entre la justice coloniale et puis les militaires, hein, qui voulaient reprendre en main euh, donc cette affaire juridique. Pour clôturer ce chapitre, à la fin, il n'a pas été gracié, mais là, donc la peine a été modifiée, hein, donc ce n'était plus
la peine de mort, mais comment est-ce qu'on dit ça, il serait enfermé, emprisonné pour le reste de sa vie. Hein. Euh, encore une fois, on voit là euh, oui, cette société coloniale et surtout la communauté européenne. Bon, il y avait aussi, enfin, je ne dis pas des frictions, mais des tensions. De toutes les façons, pas tout le monde était sur la même longueur d'onde. Euh, Ça, c'est une peinture, Simon Kibangula au milieu. Hein, donc, voilà. Euh, Au moment que Simon Kibangu commence ses prédications, qu'est-ce qu'on voit? Quelle était la réaction des coloniaux? Ben, c'est très très intéressant de voir, hein, Arthur Brenet, qui était le directeur propriétaire de l'avenir colonial belge, disons, un journal colonial, enfin l'unique à ce moment-là à Kinshasa, donc pas au Congo, mais surtout donc à Kinshasa. Arthur Brenet, qui, c'était pas lui, hein, Arthur Brenet là, hein, qui était un anticlérical et qui parlait dans ses journaux donc des guérisons de l'Antoine Noir. L'Antoine Noir, et là, c'est que c'est parfois bien de connaître aussi, de s'intéresser à l'histoire belge. Il pensait, il référait tout de suite à Louis-Joseph Antoine, quelqu'un de la région de, je ne sais pas, de Borinage, en fait de Gemep sur Meuse, hein, c'est plutôt Liège, je pense, hein, date de naissance 1846, il est mort en 1912, un ancien mineur qui avait fondé une église de guérison, hein, dans la région qui avait beaucoup de succès d'ailleurs et qui existe toujours, hein, hein, culte antoiniste, hein, en France et en Belgique. Donc lui, il référait à ça, pour lui, anticlérical, ce Louis-Joseph Antoine, hein, était un charlatan. Donc il référait donc à ça. Hein. Je vous explique ça parce que c'est assez intéressant pour voir comment les gens peuvent interpréter un phénomène. Hein. Donc, lui, il référait à chose, à Louis-Joseph Antoine, tandis que, hein, depuis 3-4 décennies, les, les kibanguistes réfèrent de préférence, hein, à Dona Beatrice Kimpavite, hein, qui a également, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, a fondé, a créé un mouvement, le mouvement antoiniste, pour ainsi dire, et qui a fini sa vie, hein, brûlé vif, hein, et qui, hein, enfin, dans la littérature, je dirais plutôt africaine, est considérée comme une sorte de Jeanne d'Arc. Hein. Elle était, Kimpavit, était très critique à l'égard des missionnaires catholiques. Elle prêchait, elle disait que Jésus était un Congolais, était noir, mais le prix à payer pour tout cela, c'était euh, euh, bon, voilà, sa mort en 1706. Donc on voit, hein, pour ce type-là, le directeur propriétaire donc du mouvement de l'avenir colonial belge, Louis-Joseph Antoine, bon, voilà, pour le Kibangui, c'est pour pas mal d'Africains, c'est le c'est Kimpavite plutôt. Voilà, je vais montrer maintenant. Donc, il a été relégué pas à l'hôpital, mais
à la prison des Noirs à Lubumbashi. En arrivant là-bas, on appliquait je ne sais pas combien de coups de fouette, hein, donc pour montrer qu'il n'était pas prophète du tout, pour l'humilier, pour le ridiculiser, et on l'a mis dans la cuisine, hein, pour servir des Noirs. Il faut savoir que dans le contexte colonial, les cuisiniers, c'était pour servir des Blancs. Ben, maintenant, Simon Kibangu, ça, c'était, il était vraiment là pour servir des Noirs. Hein. Euh, c'est une des rares photos qu'on a de lui, très vite. Bon, emprisonné, voilà la prison où il a été incarcéré pendant presque 50 ans. On est allé la visiter avec Patricia Van Scholenberg en 2010, si je ne m'abuse pas. Voilà l'intérieur, hein, là où il va. Voilà, ça, hein, cet aspect donc de la répression du mouvement kibanguiste, parce qu'il n'a pas, Simon Kibangu n'a pas été le seul à être déporté, hein, c'est ça le juste mot. Il y a des dizaines, des centaines de ses fidèles qui ont été déportés, pas toujours à Lubumbashi, mais aussi dans le Congo, dans l'Équateur, surtout à Oshwe et Kafera, etc. Donc ces camps sont connus jusqu'à présent. Mais il y avait aussi donc pour l'administration coloniale, la répression a aussi pris une autre forme, notamment on a pris ces enfants et on les a mis dans les mains de l'Église catholique. Hein. Voilà, ici aussi c'est une photo du musée. On voit là au milieu Monseigneur de Kleene. Et puis, bon, entre hein, le jeune là en blanc, ça c'est un des fils de Simon Kibangu. Je pense que c'est Charles Kisolokole, lui. On a deux photos de ça. Mais plus important, à mon avis, c'est une photo intégrée dans un livre sur la présence des frères des écoles de chrétiennes au Congo, surtout à Boma. C'est la colonie scolaire de Boma, gérée par les frères des écoles chrétiennes. Et on voit là Joseph Diangenda, c'est l'autre fils, c'est le deuxième, hein, qui était membre donc du scout, hein, donc de l'école. C'est vous dire que les fils, et surtout les deux aînés, l'autre, il était chez sa maman qui ne pouvait plus quitter le village, mais donc les deux ont été formés comme des catholiques. Hein, donc, eux n'ont connu rien d'autre que, disons, l'Église catholique. Après cela, ils ont été, on leur a donné du travail comme des évolués, comme des clercs, hein, donc dans l'administration coloniale. Hein. Donc, c'était hein, une autre forme, une autre espèce de répression, donc de faire tout pour que les enfants ne puissent être les successeurs du mouvement initié par leur père. Encore quelques photos là, ce sont hein, avec Simon Kibangu, on le voit là, le deuxième à droite, hein, à la prison de Lubumbashi, d'Elisabethville. Hein. Voilà, il est mort en octobre 1951 à, à Lubumbashi. Il a été premièrement enterré là-bas.
la tombe de Simon Kibangu au cimetière de la ville. Et puis, le mouvement kibanguiste a été reconnu officiellement le 24 décembre 1959. Et la première chose que les kibanguistes ont fait, ces enfants ont fait, pardon, c'était de demander le transfert du corps de leur papa de Lubumbashi vers Kamba, sa ville natale ou son village natal. Voilà des photos toujours en possession de aussi du musée. Je passe vite là-bas. Et on voit ici en 58 déjà, il y avait une sorte de tolérance à l'égard du mouvement kibanguiste, une tolérance, ça s'expliquait comment. Ben alors, là aussi, ça dépendait de, enfin, on doit pour cela aussi connaître un peu l'histoire de la Belgique. De 54 jusqu'en 58, disons, un gouvernement anticlérical était au pouvoir à Bruxelles, en Belgique, et bon, voilà, était quand même beaucoup plus vite, comment dirais-je, c'était le pas toujours écouter les missionnaires catholiques, etc. Donc il y a eu des frictions, il y a eu des tensions entre disons, les missions catholiques, non seulement pour l'enseignement, mais aussi en ce qui concerne l'attitude à adopter à l'égard de tous ces mouvements religieux, prophétiques, etc. Et donc, voilà une chapelle kibanguiste, et je vous montre ça. Donc, c'est ça le début de l'église kibanguiste. Vous voyez, un peu plus tard, en 59, c'était déjà en, comment on se dit, en matière durable. Hein. Et puis, bon, voilà, le premier temple kibanguiste, je dirais très moderne, à comparer aux temples et aux églises euh, catholiques et protestantes donc, du pays. Donc cette volonté des kibanguistes, hein, à devenir, hein, euh, comme ces églises catholiques et protestants, voilà, ça donnait quand même un peu plus de visibilité, et ils croyaient aussi avoir un peu plus de respect quand ils arrivaient à des constructions de ce genre-là. Ça, c'est à Kinshasa, à Matete. Ça vaut la peine d'y aller. Bon, voilà, c'était en décembre aussi, inauguré le 25 décembre 66, en présence du président Mobutu. Ici, le temple kibanguiste de Kamba, 37 000 places assises, inauguré le 6 avril 1981. Ça fait aussi la fierté de cette église. Et je vous explique ça parce que, en fait, quand l'église kibanguiste a été reconnue officiellement, hein, c'était sous certaines conditions. Hein. C'était d'abandonner, hein, donc des pratiques plutôt traditionnelles, c'est-à-dire qu'il fallait accepter la médecine moderne, hein, comme ça. Hein, ça, c'était une condition. Et bon, voilà, avoir aussi des statuts et une théologie moderne. Voilà, hein, siège administratif de l'église Kibanguiste Mbongolo, ça c'est à Yolo Sud, à Kinshasa. Voilà, maintenant c'est devenu l'université de Simon Kibangu. Donc, euh, l'église est devenue moderne, hein, c'est, hein, devenue une église comme, hein, les autres églises modernes. Et ici, il y a Madame Marie-Louise Martin, directrice de l'école de théologie kibanguiste, qui a commencé à Lutendel, et
c'est aussi à Kinshasa. Donc, les kibanguistes ont fait appel à des Européens, hein, pour élaborer leur théologie. Et Marie-Louise Martin était membre de cette église de Herren Brutus, hein, qui est connue, mais enfin, on n'a plus de temps pour expliquer cela, mais à l'heure actuelle, hein, donc depuis lors, ils ont donc leur théologie, et ça, à mon avis, c'est très très important. D'une part, ils ont accepté l'aide euh, donc pour leur théologie, etc. euh, euh, donc disons des églises étrangères, mais de l'autre côté, et ça j'ai vu ça c'est à Lutendele, euh, le système de Nsinzani, la solidarité, la fraternité, donc travailler pour leur propre église. Donc si ils ont pu construire tant de choses, hein, la vie kibanguiste dépend surtout, et ici c'est des mamans qui travaillent dur, hein, des travaux agricoles, qui vendent les légumes, etc. Et avec cet argent-là, ça c'est pour l'Église catholique, hein. Donc on ne doit pas sous-estimer. Je termine par encore, bon voilà, ça c'est la liste de mes publications sur le mouvement kibanguiste. Je voudrais dire ceci, hein, en 1960, hein, donc les kibanguistes, hein, c'est-à-dire les fils de Simon Kibangu, élevés dans l'église euh, catholique, hein, ont pris entre guillemets la direction euh, du mouvement et de l'église catholique. C'est-à-dire, hein, donc là, un choix a été fait, hein, et le choix était donc de continuer le mouvement en tant qu'église sous la direction enfin, c'était devenu une sorte de leadership dynastique, hein. Et très vite, il y a eu des tensions entre, disons, la dynastie Kibangu, hein, qui n'a pas du tout été, qui n'a pas du tout souffert comme ceux qui ont été envoyés dans les camps agricoles pour les relégués dangereux, Descartes, Auschwitz et Kafira, etc. Et donc, le choix a été fait d'écarter, hein, l'influence de ce groupe-là. Et un tout petit détail qui me concerne personnellement, la raison pour laquelle je me suis toujours intéressé à ce mouvement-là, il y a eu aussi des membres de ma famille qui ont été déportés, hein. Mon grand-père, côté maternel, était un Moulari du Manyanga, donc de la région de Louosi, qui ont beaucoup souffert. Et quand ils ont été relâchés, hein, libérés de nouveau, juste avant l'indépendance en 1960, ils ont tous été écartés par les Diangenda, les fils de Simon Kibangu. Donc il y a eu des tensions fortes entre ces deux tendances, entre je dirais ces deux mouvements. Et jusqu'à présent, hein, hein, cette scission existe, et même, hein, donc pour les kibanguistes, bon voilà, il fallait, pour ainsi dire, après la mort des fils de Simon Kibangu, bon voilà, qui va maintenant succéder, qui va prendre la tête du mouvement. Et là, on voit que une, une nouvelle tension entre ceux, hein, comment dirais-je, une sorte d'élite intellectuelle non Congo et les Bakongo eux-mêmes. Et
Qui plus est, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas au Congo, c'est que quand c'est le système matrilinéaire, donc, mais mon grand-père, donc, moi, j'étais aligné donc à ma grand-mère qui n'était pas Mukongo. Donc, ça provoque des tensions énormes au sein de l'Église catholique. Et à l'heure actuelle, il y a donc cette scission-là, il y a ceux de Monkoto, il y a ceux de Nkamba, etc. C'est assez compliqué. Bon, voilà tout ce que je voulais vous expliquer. Merci. Jonas, Merci beaucoup. Oui. tu es là. Oh, voilà. Ouais. Merci beaucoup pour l'exposé. C'était très intéressant, très riche en matière. Il y a déjà quelques questions, donc je vais les poser tout de suite. Oui, voilà. Donc la première, dans le contexte des razzias esclavagistes puis des violences coloniales, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de rejet du christianisme? La propagande coloniale présente l'évangélisation comme s'il n'y avait eu aucune opposition à l'abandon des religions traditionnelles. Qu'en est-il? Bah, moi aussi, je me suis déjà posé cette question euh, je ne sais pas combien de fois, mais ce qui est, euh, ce qui est clair, ce que l'on doit comprendre, c'est que euh, justement, hein, pour Simon Kibangu, hein, donc les arguments pour se libérer de la situation coloniale, donc de la société coloniale, il a trouvé ça dans la Bible. Mhm, Il a mhm, trouvé ça dans la Bible. Hein. Comme Jésus a été considéré comme une sorte de libérateur, rédempteur. Alors voilà, c'est ce qui a influencé Simon Kibangu. Donc il n'y a pas de contradiction en ça. Donc la Bible a été introduite en Afrique par les Européens, surtout les missionnaires européens, a été utilisée par pas mal d'Africains comme une arme contre la colonisation et contre le colonialisme. mhm. Ouais. Ok, merci beaucoup. Une prochaine question. Dans quelle mesure la caractérisation du kimbanguisme comme une secte ou une société secrète, entre guillemets, y inclut toutes les imaginations coloniales de pratiques immorales, jouait un rôle dans la répression coloniale, dans des PV et la justice? Oui, mais là aussi, enfin, je m'excuse, la réponse est assez simple. C'est toujours dans l'histoire, donc l'histoire se répète toujours, hein, quand euh, une nouvelle religion hein, voit le jour, les autres religions vont, hein, les églises vont la considérer comme une sorte de secte. Mais finalement, pour moi, il n'y a pas de problème. Toutes les églises sont des sectes, hein, que ce soit les catholiques, les protestants, tout c'est. Moi, je ne vois pas. Hein, donc, c'était le langage, le langage colonial et missionnaire de l'époque, mais ça se comprend dans un contexte dans lequel les Blancs, missionnaires et autres, se croyaient supérieurs, donc ce complexe de supériorité. Donc c'était facile de parler des églises primitives hein, et, des, et des sectes. Hein. Mhm, mhm, Donc là, hein, on n'a pas, on n'a pas de questions à se poser sur ça dès qu'on se met d'accord. Hein, hein, donc il convient vraiment de dire ça. Toutes les églises, moi je suis catholique, c'est secte à moi, hein. Je n'ai pas de problème à ça. Hein. Je n'ai pas à dire que les protestants, les kibanguistes, ça ce sont des sectes. Non. Hein. mhm, Je n'ai pas, je ne souffre pas de ce complexe de supériorité à l'égard d'autres églises et d'autres religions. mhm. Ouais, Een vraag in het Nederlands.
U hebt aan het begin van de lezing gezegd dat u niet zou ingaan op het religieuze aspect van het kimbangisme, maar kan u toch iets zeggen over de kernboodschappen van het kimbangisme? De kernboodschap is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Iemand zoals Simon Kibangu, hè, die geen hooggeschoold iemand was. Hè? Dus dat was geen intellectueel, geen evolué enzovoort, maar dus die kon lezen en amper schrijven, want we hebben weinig teksten, of geen teksten van hem, geschreven teksten van hem. Maar het was iemand met, ik zou zeggen, boerenverstand, die dus de Bijbel heeft geïnterpreteerd, hè, als iets voor de bevrijding van zijn volk. Hij wilde vrij zijn. Dus, en ik heb dus uitgelegd waarom dat de Bakongo zich niet goed voelden in hun vel dus op dat ogenblik. En dus de boodschap was van Simon Kibangu, hè, een pays occupé, wil een einde maken aan die bezetting. Hè. Een société malade, wil die maatschappij genezen. Hè. Veel wapens had hij niet, hè, want hij had geen geweren en ik weet niet wat allemaal. En in 1921 wist men zeer goed dat je met wapens die planken niet meer buiten kon krijgen. Wel, op een ander terrein kon je wel hun politiek bevechten. En dat was op het religieus domein. Hè. En dat vind ik de sterkte van het Kibangisme. En ik vind, en ik heb dus daar omtrent dat we zeggen, veel discussies gehad. Als hij in 1951 sterft, Simon Kibangu, dan gaan de katholieken beweren dat hij in articulo mortis, dus aan zijn sterfbed, nog gedoopt is in de katholieke kerk. Wel, ik vond dat schandalig. Iemand die ze Hans zijn leven echt hebben bestreden, kapot gemaakt, die ziek is, die niet meer helemaal tot het bewustzijn is, dat je die nog gaat dopen om te zeggen, we gaan hem redden, dus in de hemel. Ik vond dat gewoon schandalig. Dat ten eerste. En ten tweede, het was ook een leugen, leugen, propaganda. En ik heb dat ook in EOS geschreven, een leugen verkocht door die katholieke kerk, door zwarte paters en door een zeer grote missionaris, pater Jozef van Wing, die in Herk de Stad een standbeeld heeft gekregen. Dus nu, ik ben geen iconoclast, ze mogen daar nog 20 standbeelden van pater van Wing zetten, maar de geschiedenis heeft haar waarheden en die waarheden hebben een recht. Die pater van Wing heeft op een valse manier de Kibangisten dus beschuldigd. Op een valse manier dus die dingen. Men heeft toen ik dus die artikels heb geschreven, u gaat dat wel zien, zijn er paters, religieuzen naar mij gekomen en ze zeggen, Zana, als katholiek kunt je dat toch niet schrijven voor die dingen. Toen heb ik gezegd, ja, voilà, je moet maar mij uit de katholieke kerk smijten. Tot nu toe hebben ze het nog niet gedaan. Ja. Oké, dank u wel. Nog een vraag in het Nederlands. Volgens sommigen werd het kimbangisme van nabij gevolgd door de Verenigde Staten vanaf eind 1920, omdat men schrik had voor een recuperatie door de Comintern. Is dit correct? Door de communisten? Ja, ik veronderstel de communisten. Ja. Nee, dat is natuurlijk de koloniale overheid zag dus daarin een strijd van de zwarten tegen de koloniale orde. Ten eerste, protestanten werden al met moeite aanvaard. België werd beschouwd als een katholiek land. Dus de dingen, de katholieke missies werden ondersteund. Zij waren de enigen die grote stukken grond konden krijgen, tot 200 hectare. Dus dat is de conventie getekend in mei 1906 tussen de katholieke kerk, dus de Heilige Stoel, Wereldzoon ter, en dus Congo Vrijstaat. Dus ook
zoiets interessants. Waarbij dus dat katholieke missies tot 200 hectare grond konden krijgen als ze dus een school bouwen enzovoort. Zo'n conventie is er nooit met de protestanten ondertekend. Dus de protestantse kerken zijn nooit grootgrondbezitters geworden als de katholieken dus op dat vlak. En dus, men geloofde ook niet dat de zwarten, die zo dom waren, beschouwd als dom, dat zij uit hun eigen, dus die koloniale orde zouden misleiden. Dus ze moesten beïnvloed zijn door wat dan ook. Voor de ene waren dat de protestanten en voor de andere waren dat de communisten. Voilà, als men een hond wil slaan, vindt men altijd een steen. Dus dat is Simon Kibangu heeft nooit van het Kibangisme gehoord. Hij had geen contacten met Europa. Hij had geen contacten met, ik weet niet, Lenin of met Stalin enzovoort, of met de Belgische communisten, die zich wel later hebben geïnteresseerd voor de zaak. Die hebben zich wel geïnteresseerd, maar dat betekent niet dat ze veel invloed hebben gehad, zeker niet. Dus de Kibangisten waren met hun eigen zaak bezig, waren met zichzelf bezig. Dat was al moeilijk genoeg. Dus hun interpretatiekader was meer bijbels dan dat het communistisch of ik weet niet wat zou zijn geweest. Ja, oké. Nog een vraag in het Nederlands. Het aantal volgelingen eind 1930 zou talrijker geweest zijn dan zowel de protestanten als de katholieken. Is dat zo? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. We moeten altijd voorzichtig zijn met links. Zij hadden enorm veel, dus de strijd was hevig tegen het Kibangisme. Er zijn enorm veel Kibangisten gedeporteerd geweest, dus in die dingen. En ik zou zeggen dat de strijd van de katholieken en van de protestanten op dat ogenblik was van zelfs hun eigen mensen, hun eigen getrouwen, dus verder aan zich te kunnen binden, want het is evident dat katholieken en protestanten ja toch wel, al bleven ze in die katholieke kerk, al bleven ze in die protestantse kerk, toch wel de boodschap van Simon Kibangu hadden begrepen. Dat wel. Ze waren daar niet vriendelijk. Ik zeg, een zekere sympathie, ja, dat wel, maar niet uitgesproken, want eenmaal dat je je sympathie voor het Kibangisme uitsprak, ja, dan werd je gedeporteerd. Dan vloog je naar Ekafera, naar Auschwitz enzovoort. Dus het was, ja, ze zwegen er liever over dan eens. Ik heb in een ander artikel, dat wil ik zeggen, dus de combinatie van de twee. En ik wil even op die eerste vraag die in het Nederlands dus ook is gesteld. Ik wil dus daarbij aanknopen. Er was in een dorp niet ver van bij de Jezuïeten, dus daar in Kisantu, de mensen die onmiddellijk dus voor het Kibangisme hebben gekozen. En het is maar pas in de jaren 50 dat men heeft ontdekt waarom dat ze dus direct voor Simon Kibangu hebben gekozen en dus de beweging. Dat was omdat in 1897, er was toen nog geen sprake van Simon Kibangu en het Kibangisme, in 1897 had dus de koloniale overheid, had de Weermacht, juist omdat dus in dat dorp te weinig rubber was geoogst, had daar een razzia gehouden en had Hans het dorp uitgemoord, met uitzondering van een paar vrouwen die naar de velden waren getrokken en die dus aan het terugkeren waren en die hebben gezien wat er aan het gebeuren was. Dus die hadden dus dat gezien. En die hebben dus dat verteld aan familieleden, aan de omringende dorpen. En Van Wing, de fameuze Van Wing, heeft zelf moeten toegeven dat het toch wel straf was. Dat ze dus tegen de staat, de koloniale staat, tegen
de katholieke kerk waren. En dus dat ze die gevoelens onder elkaar deelden, vertelden aan hun kinderen, maar dus daarvoor. En dat niet uitlekte bij de overheid. Dus men wist dus van niks tot op een bepaald ogenblik aan de vooravond van de onafhankelijkheid dat iemand in een dronken bui dus aan die paters heeft gezegd, kijk, dat is het, waarom dat we niet meer voor jullie zijn. In 1897. Dus die context van het gebeuren en de redenen waarom dat de mensen echt hebben gekozen voor de beweging. En Simon Kibangu was niet perfect, was een gewone burger, was een... Hij representeerde niet de koloniale overheid en hij representeerde ook niet de missies. Dat zo iemand, als hij sprak, hij kwam zeer geloofwaardig over. En de mensen herkenden zich in hem. Dat is de sterkte geweest van de beweging. Oké. Alors, une question en français cette fois-ci. Vous parlez un peu plus sur l'influence, la relation. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur l'influence, la relation entre Béatrice Kimpavita et le mouvement kimbanguiste? À mon avis, il n'en a pas. En tant qu'historien, moi je dois dire, je ne vois pas le lien d'un fait qui s'est passé au début du XVIIIe siècle. Non, c'est comme je viens de vous dire dans les autres églises également, soudainement, à l'époque, moi j'ai encore eu ça, l'histoire sacrée. Qu'on parlait de Jésus-Christ, mais descendance, roi David, Old Testament, non. Moi, je ne vois pas, historiquement parlant, je n'ai pas de documents, je n'ai pas, donc, au moment que les Kibanguistes se sont révoltés, au moment qu'il y a eu cette insurrection-là, ils n'avaient jamais, ils ne connaissaient plus cette histoire-là. Ils ignoraient totalement Kimpavita, mais c'est par la suite que des intellectuels, des universitaires ont dit, écoutez, bon, voilà, cela a des racines dans le passé lointain. Mais moi, en tant qu'historien, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Mais ça, c'est de la religion, théologie. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un philosophe. Je suis un historien pur et dur, pour ainsi dire. On doit pouvoir prouver cela. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu la preuve de ça. Ok. Une dernière question, parce qu'on a déjà un peu débordé. Terug in het Nederlands. Hoe is de verspreiding van het Kimbangisme nu in Congo? En hebt u informatie over de Kimbangistische beweging in België? Eerst laatste, dus er zijn inderdaad Kibangisten in Brussel, in Antwerpen, dus die gemeenschappen zijn er, maar ik frequenteer ze niet. Dus ik heb geen contacten met hen, ik ga ook niet naar hun gebedsdiensten enzovoort, maar ze zijn er wel. Pardon, ze zijn actief. Net zoals ze actief zijn zeer actief zijn in Frankrijk. Want niet alleen schilderij, maar dus de bande dessinée, dus de stripverhalen die over het Kibangisme worden gemaakt. De meest bekende zijn er die gemaakt worden in Frankrijk. Nu, in Canada is er ook een zeer grote Kibangistische gemeenschap. Het is normaal, dus Congolezen vanuit alle geledingen, van alle godsdiensten, die verspreiden zich over de wereldbol, in Europa, in de Amerika's. Dus het is normaal dat er Kibangisten dus hier zijn. Nu, interessant is wel, dus de verspreiding in Congo, dus vroeger, dat was eigenlijk,
Dus ik wou dus dat vertel, maar ik had maar 40 minuten de tijd om, dus dan moet je een keuze maken. Het is namelijk zo dat juist de politiek van deportatie ervoor heeft gezorgd dus dat er Kibangisten zijn overal ter wereld. Dus wanneer dat die Kibangisten naar zo'n kamp werden gestuurd in Auschwitz, Ekafera enzovoort en elders, ja, dan hadden ze ook wel wat contact met de naburige dorpen, waar ze dus ja, mee commerce deden enzovoort. Waar ze, en dus die naburige dorpen waren ook benieuwd om te weten waarom dus dat zij dus daar plots gedropt werden enzovoort. En dus die politiek van deportatie heeft ervoor gezorgd dat, dat het Kibangisme zich niet als een lopend vuurtje, maar als een soort olievlekken heeft verspreid over Hans het land. Het is zo dus dat in Lubumbashi heb je een harde kern van Kibangisten bij manier van spreken. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Er wordt dus daar een zwarte van 2000 kilometer ver gebracht. Ja, dat zal wel niet de eerste de beste zijn. Wat heeft hij dus gedaan? Wat heeft hij dus te vertellen? En dat heeft mensen beïnvloed. Dat heeft ervoor gezorgd. Dus dat mensen ja, dus toch wel goesting kregen om die beweging en die beweging wat beter te leren kennen. Dus de verspreiding, dus historisch gezien, waar dus de koloniale administratie, de koloniale overheid dacht, als we hen hard aanpakken met deportaties enzovoort, zullen ze wel een toontje lager zingen. Nu, ze konden in de Beneden Congo wel een toontje lager zingen, maar het was met een zeer hoge toon dat ze dus in hun kampen zongen. En dus dat heeft voor de verspreiding dus gezorgd. En natuurlijk, dus de dag van vandaag, ook na de onafhankelijkheid, is het zo dus dat men in feite, als men ontevreden is over een situatie, als men ontevreden is over zijn leven, gaat men dus zoeken naar middelen en naar mensen die daar een oplossing kunnen voor bieden. En dus inderdaad, het Kibangisme ja, was een zeker succes, want zij hebben ja, inderdaad bijna 40 jaar geleden zaten ze onder het juk van het Belgisch kolonialisme, van de Belgische kolonisatie. Zij streden tegen dat beleid en dat zal wel een succes hebben gehad. Dat zal een reden zijn geweest, dus nadien ook, om dus ja, voor de mensen om toch wel in die richting te kijken. Dus er zijn in de geschiedenis, ik zou zeggen, in de koloniale periode, de verspreiding gebeurde anders, want dus na de onafhankelijkheid werden ze niet meer opgepakt en opgesloten en die dingen, maar dus de verspreiding ging dus dan op een andere manier door. En nogmaals, dus iets als het Kibangisme, dus de honger om modern te zijn, met een eigen universiteit, met eigen grote tempels. Ze hebben ook hospitalen, een hospitaal in Kibanseke. Ze hebben ook diverse scholen in Kinshasa dus en elders. Wel nu, dus, en ik zou zeggen, zo'n museum ligt in de lijn dus daarvan. Maar voor de rest is er ook een radio en televisie Kibangist. Er zijn kranten, dus de moderne communicatiemiddelen gebruiken ook zij om zich bekend te maken en dus ja, om aantrekkelijk te wezen. Oké. Voilà. Ik ga hier stoppen, want we zijn al over tijd, maar hartelijk dank. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Voilà, donc c'est avec grand plaisir de vous accueillir et voilà, je souhaite à tout le monde un excellent après-midi et à un prochain Museum Talk, j'espère. Voilà. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir.